Il y a plusieurs théories sur le cheval barbe, dont l'une dit que ce cheval descendrait d'un groupe de chevaux survivants de l'ère glaciaire. Des docteurs en paléontologie animale démontrent entre 1961, 1987 et 2002 qu'il est vraisemblablement un cheval propre au nord de l'Afrique, issu du cheval sauvage domestiqué qui y vivait depuis plusieurs dizaines de milliers d'années. Le cheval barbe est l'une des plus anciennes races au monde. Il était jusqu'à présent bien établi que le cheval était absent durant la préhistoire saharienne. Celui-ci aurait été introduit qu'au deuxième millénaire avant Jésus-Christ. Mais des recherches menées en Algérie établissent que des ossements d'espèces chevalines sont trouvés dans des gisements datant de 8 000 à 40 000 ans en Afrique du Nord. Le cheval est une partie intégrante de la vie de l'homme, dans toute son histoire. Il s'agit de savoir que 40 000 ans, c'est la civilisation atérienne. Donc, c'était à cette époque-là que le cheval avait 3 doigts. Il avait 5, c'est devenu 3, c'est devenu 2, après 1. Donc, à cette époque-là, à 40 000 ans, il avait 3 doigts. C'est une découverte qui a été faite par le professeur Hadjouis en Algérie. Et ce membre avec 3 doigts, il est exposé au musée du Bardo en Algérie. C'est la plus vieille trace, à ma connaissance, au monde du cheval barbe. Bon, il y a certains qui ont tergiversé en disant que c'était l'os d'un âne, d'autres un zèbre, etc. Et après, les commissions de l'UNESCO sont arrivées et ils ont déterminé que c'était un os d'un cheval, d'un membre d'un cheval, qu'on a appelé Equus numidicus, c'est-à-dire la période numidienne. Donc là, voici le cheval dans son berceau. C'est dans ce milieu-là qu'il vit. Il n'y a ni verdure, ni herbe, ni rien du tout. Quand il pleut un petit peu, il y a quelques petites herbes qui poussent. Il est nourri au fourrage qu'on achète, qu'on ramène d'ailleurs, et à l'orge. C'est la nourriture traditionnelle du cheval barbe chez nous en Algérie. Et c'était de l'époque numide jusqu'à ce jour, elle n'a pas changé. Donc c'est dans ce milieu-là qu'il vit. Donc dans le sommaire, l'introduction, ça y est, là on va parler de la période numide, après on va passer à la période du cheval berbère, cheval du Maghreb, pardon, le cheval berbère, le cheval arabe, et après la mondialisation. La mondialisation, c'est l'introduction et l'exportation du cheval du Maghreb vers l'Europe de l'Ouest et vers l'Europe de l'Est. Donc là, la période numide. Ce cheval a été découvert lors de l'invasion de l'Afrique du Nord, qui s'appelait à l'époque la Numidie, par l'armée romaine. La romanisation de cette région commença au IIIe siècle avant Jésus-Christ, ne sera terminée qu'au IIIe siècle après Jésus-Christ. Ce cheval a été monté par la redoutable cavalerie numide qui a tenu tête à la puissante armée romaine lors de la première invasion de l'Afrique du Nord. Depuis cette époque, on l'a appelé le cheval numide. Parce que cette tribu qui est montée, c'était les numides. Ce cheval est le résultat de la sélection naturelle qui s'est faite dans les grands espaces des hauts plateaux typiques. Il est l'exception de ce sol et de ce climat. C'est dans ce milieu qu'il est le plus racé. J'ai répondu à votre question de tout à l'heure, M. Musso. La réponse est là. Ce cheval a fait l'objet d'un élevage sélectif, très strict. Il prendra une place sublimée par le don poétique du peuple bédouin. Des soins constants et la pureté de ses origines lui conserveront les qualités essentielles qui le définissent: agilité, docilité, sobriété, endurance et résistance. C'est ça la qualité du barbe. Ce n'est ni sa morphologie, ni quoi que ce soit. L'armée française est venue le chercher en 1830 parce qu'il ne consommait rien du tout. C'était un cheval de guerre et qui ne consommait rien du tout. 4 kilos d'orge par jour lui suffisent largement. Donc, d'ailleurs, il partait en expédition avec 162 kilos portés sur son dos. Le soldat, plus l'armement, plus sa nourriture, c'était 25 kilos d'orge, plus le fourrage, plus les munitions, et tout ça,
Le général Duringer en 1842, il a pesé tout ça 165 kg. Donc, ce cheval est le compagnon permanent des Bédouins et des éleveurs de l'Atlas et des hauts plateaux et du Pré-Sahara. Là, vous avez devant vous le combat entre un numide et un cavalier et un romain. Alors là, vous voyez que les cavaliers numides montaient sans selle et sans filet. Ils avaient juste un collier en guise de frein pour arrêter leurs chevaux et ils le guidaient avec une baguette entre les oreilles. Et même avec ça, ils ont réussi à repousser la cavalerie romaine. Maintenant, on va partir à la recherche du cheval du Maghreb. Les provinces d'Afrique et de Numidie étaient le grenier à blé de Rome. Pour les protéger contre les raids des nomades cavaliers, car ils avaient déjà eu affaire à la redoutable cavalerie numide lors de l'invasion de l'Afrique du Nord 3 siècles avant notre ère, les Romains, pour se défendre contre cette cavalerie imaginaire, et réalisèrent un énorme dispositif défensif. On l'appelle dans l'histoire de l'Antiquité le limes. Le limes, ou bien le fossatum africain. Donc, les Gétules, c'était une tribu, c'est les descendants des Numides. Vous voyez cette ligne noire, c'est ça le limes. Le limes ou le fossatum africain, qu'est-ce qu'ils ont fait là? Les Romains, ils ont creusé ce fossé parce que les cavaliers Gétules qui sont en dessous, qui sont sur les hauts plateaux stépiques, ils allaient faire des razzias chez les Romains. Les Romains, ils amassaient de l'huile, du blé, tout ce qui s'ensuit, de la laine, et eux, ils venaient, ils faisaient des razzias, ils ramassaient tout et ils revenaient chez eux. Les Romains, ils en ont eu marre, ils ont creusé un fossé qui part de la frontière pratiquement libyenne jusqu'en haut, jusqu'à la capitale qu'ils ont désignée. C'était la capitale de s'appelait Césarée, qui s'appelle actuellement Cherchel. Donc pour traverser l'Algérie, ils ont creusé un fossé immense. D'ailleurs, même aujourd'hui, on voit les vestiges de ce fossé pour que ces cavaliers Gétules ne montent pas leur faucher tout ce qu'ils ont ramassé. Donc, et là, sur cette carte, vous allez voir le berceau qui se trouve entre le 32e parallèle, la ligne qui est en bas, et le 36e parallèle, la ligne qui est en haut, bien avant le bord de mer. Donc, entre le 32e et le 36e parallèle, c'est ça le berceau du bar. Il va de là, c'est-à-dire de la Tripolitaine, la Libye, jusqu'à l'océan Atlantique, jusqu'au bord du Maroc. Donc tout ce couloir-là, entre le 32e et le 36e parallèle, c'est ça le berceau du bas. Intemouchen s'y trouve. Donc maintenant on passe à l'histoire berbère. Les chevaux de ce nomade étaient les lointains ancêtres de nos chevaux actuels. De bonne variété du sud des hauts plateaux. On peut les voir sur les mosaïques rassemblées au musée du Bardo à Tunis et celles des ruines de Volubilis au Maroc. Ces chevaux-là étaient déjà caractérisés par leur rondeur et l'épaisseur de leurs muscles. La plus vieille trace de ce cheval dans le monde se trouve dans tout le Maghreb, schématisée par des gravures rupestres, dont les plus vieilles se trouvant dans la région de Mouchelia, Algérie, datant du 10e millénaire, et les gravures de Nagouat datant du 5e millénaire. Il y a également des peintures rupestres dans le massif du Hogar, des chevaux attelés à un char datant de 1500 ans avant notre ère. C'est ce cheval-là qu'on appellera Bar plus tard. Donc là, vous avez devant vous la gravure de rupestre découverte en 1967 par Henri Lotte, qui est un paléontologue français, dans la région de Naama, au lieu dit Morla Tehteni, datant de plus de 8000 ans avant Jésus-Christ et déterminé par les commissions de l'UNESCO. Donc, regardez les gens, ils ont gravé ça avec du silex. Mais regardez bien, vous allez voir la croupe qui est en pupitre, la queue n'est pas en panache, vous avez le chanfrein, il est rectiligne, les oreilles sont petites, c'est-à-dire qu'ils sont arrivés, même avec un silex, à le reproduire à l'identique.
Et ce qui m'a frappé, moi, quand j'ai vu cette gravure, c'est la pointe du jarret qui est à la limite de la pointe de la fesse du cheval. Dans le barbe, chez le barbe, on dit que le barbe il est légèrement soulevé de derrière. Donc les jarrets doivent être soit légèrement à l'intérieur, soit perpendiculaires à la pointe des fesses. Mais pas en arrière. En arrière, c'est bon, c'est foutu. Donc regardez, dans cette gravure, la pointe du jarret, elle est à la limite de la pointe de la fesse. Maintenant, il y a une chose qui est frappante, c'est que les crins sont hérissés. Les crins sont hérissés. Et pourquoi tout ça? Parce que ce cheval-là, il a 3 ans. Pourquoi? Parce que les Arabes, les Berbères, on n'est pas encore chez les Arabes, donc les Berbères, à l'âge de 2 ans, ils coupaient la crinière. Et à l'âge de 3 ans, ils coupaient la crinière. À partir de 4 ans, ils la laissent. Pour eux, ils la coupent pour la régénération du sang. Ils disent que c'est pour la régénération du sang. Donc les gens, quand ils viennent pour acheter un cheval, quand il arrive de loin, il voit le cheval. S'il voit la crinière hérissée, il sait que c'est un jeune cheval. Donc ça ne l'intéresse pas, il continue son cheval. Ça détermine, c'est-à-dire quand c'est comme ça vous détermine l'âge sans vous approcher du cheval. Donc là maintenant, on passe alors, je continue. Il faut bien comprendre que ce sont les zénètes qui ont produit, élevé et sélectionné dans ces régions stépiques du sud, grâce à leur mode de vie nomade et pastoral, le véritable cheval du Maghreb. Il a été appelé cheval numide, il est appelé cheval zénète, il sera appelé barbe plus tard. Des siècles de liberté durant lesquels ils nomadisaient avec leurs troupeaux, des pâturages d'hiver au pâturage d'été dans les tentes, leurs chevaux sobres et endurants permettent aux cavaliers de protéger leur tribu, mais aussi de faire des razzias chez les tribus congénères. C'était cela l'économie nomade. Pour eux, c'était une économie. Quand ils avaient besoin de quoi que ce soit, ils allaient faire des razzias, ils ramenaient et c'est tout. Il n'y avait ni marché ni achat. On remarque qu'avec toute la perpétuelle migration de leur cheval qui vivait jamais au même endroit, subissait beaucoup de variations climatiques et changements de nature du sol, c'est pour cette raison que je dis qu'il y a un barbe et plusieurs modèles par rapport au milieu originel où il était né. Il va sans dire que selon les régions, on rencontre des types différents qu'il serait fastidieux de décrire ici. On peut dire cependant que d'une manière générale, en traversant le Maghreb d'est en ouest, on constate une diminution progressive de la taille des barbes. Le barbe de l'Est est plus grand que le barbe de l'Ouest et du centre. Plus rustique dans ses formes, bien qu'il ne manque pas de distinction. Les régions du centre assurent la transition avec un cheval moyen. Le barbe de l'Ouest est plus petit, plus on se rapproche des zones désertiques, plus le cheval accuse de la finesse et de la distinction. Donc vous voyez, donc, il y a 4 modèles. Vous avez les 3 modèles du plus grand au plus petit, mais là vous êtes sur les hauts plateaux. Vous descendez sur le sud des hauts plateaux, le cheval il devient plus fin. C'est certainement par rapport à la chaleur, il prend moins de graisse et il est plus affiné. À ce titre, il y a une citation de l'émir Abdelkader qui dit « Les tribus qui habitent le Sahara ont toujours pu, mieux que celles du Stel, se soustraire aux caprices oppressifs et spoliateurs des divers conquérants de l'Afrique. C'est donc évidemment chez elles que la race barbe a dû conserver toutes les qualités d'endurance, de sobriété et d'agilité qu'on s'accorde à lui reconnaître. » Donc vous voyez que les gens étaient conscients que plus on est dans le sud, plus ces chevaux-là ont été touchés par quoi que ce soit. Même ni par un sang étranger, ni par un changement de quoi que ce soit. Parce que c'était difficile de les atteindre. Là, on passe à la période arabe. Les Numides zénètes étaient aussi de très bons cavaliers, voire meilleurs que les conquérants arabes.
Hassan Pacha écrit en 1558. Nous avons lu dans la Sakharatiya que les compagnons du prophète, lorsqu'ils conquirent l'Ifriqiya, préfèrent les chevaux de cette région à ceux de Syrie. Ils devaient les trouver encore meilleurs plus tard à l'ouest dans le Jbel Amour, à leur retour, ils sont repartis sur des barres. Ce sont eux qui apportaient d'Orient la selle avec étrier et la tenue et la ferrure pour les chevaux. Les guerres favorisaient les échanges techniques, les zénètes les adoptèrent. C'est un progrès considérable quand on sait que jusqu'à cette époque, les cavaliers zénètes ainsi que leurs ancêtres les Numides montaient sans selle et sans filet et guidaient leurs chevaux en plein combat avec une simple baguette entre les oreilles. La mondialisation du cheval. Donc là, on rentre un petit peu dans la mondialisation, c'est-à-dire son exportation vers les pays d'Amérique et d'Europe. Donc la première exportation a été en 711. L'exportation massive du cheval barbe vers l'Europe de l'Ouest. En 711, Targ ibn Ziyad a traversé le détroit qui porte actuellement son nom, Gibraltar, avec 8000 cavaliers zénètes remontés de chevaux barbes et quelques arabes barbes. Le meilleur croisement au monde venait de se faire au Maghreb. Et après cette année-là, pendant toute l'année, il y a eu des cavaliers, des petits groupes qui montaient pour rejoindre les avant-gardes qui sont déjà en Andalousie. En 712, il y a une deuxième invasion faite par un arabe, parce que Targ c'est un berbère. Moussa ibn Nusayr, c'est un arabe. Il a ramassé 15 000 cavaliers berbères, remontés de chevaux barbes et arabes barbes, et il a rejoint Targ en Andalousie. En 732, la conquête de l'Europe continue et les Arabes arrivèrent jusqu'à Poitiers et Narbonne. Et là-bas, ils ont été déroutés et ils sont revenus sur leur pas. Donc là, vous avez devant vous la carte. Sur le côté gauche, de Fès, ils montent, ils franchissent le détroit de Gibraltar, ils rentrent en Andalousie et après ils montent jusqu'à Narbonne et jusqu'à Poitiers. Là, vous avez devant vous le premier dérivé du cheval barbe qui est le geôlier d'Espagne. Geôlier d'Espagne, cheval mythique qui sera appelé andalou plus tard. Ce cheval est issu d'un croisement entre un étalon berbère et une jument autochtone espagnole qu'on appelait à cette époque Soraya. C'est une race qui a disparu par le mélange parce qu'il y a eu quand même, quand on compte Targ ibn Ziyad, Moussa ibn Nusayr, il y a 23 000 chevaux. 23 000 plus tous ceux qui montaient, ils sont montés entre 711 et 712. La race Soraya a disparu par le mélange de tous ces sangs. Donc là, quand on voit le phénotype de ce cheval, ce n'est autre qu'un barbe. La seconde invasion, exportation massive du cheval barbe vers l'Europe de l'Est. En 840, les Aghlabides de Tunisie envahissent la Corse, la Sardaigne et arrivent en Sicile. Les Aghlabides, c'est qui? Les Aghlabides, c'est une tribu berbère tunisienne. Ils ont pris leurs chevaux, ils sont allés en Corse en 840, c'est-à-dire 129 ans après Targ ibn Ziyad. Ils sont rentrés en Corse, ils sont rentrés en Sardaigne, et après ils ont envahi la Sicile. Les Aghlabides ont laissé derrière eux un cheval qui a été appelé le facteur corse et actuellement le cheval corse. Et le cheval corse, c'est un dérivé du barbe laissé par les Aghlabides en 840. À leur arrivée à Naples, ils ont été déroutés par l'armée et leurs chevaux éparpillés un petit peu partout. Les Habsbourg ont récupéré des chevaux barbes et arabes qu'ils ont appelés les Napolitanos.
Bon, pour eux, c'était des chevaux napolitains. Maintenant, d'autres, le cheval napolitain, le voici. D'autres, ils disent que c'est un barbe qui a été appelé cheval napolitain. D'autres, ils ont dit que c'était le cheval barbe qui a été croisé à un jument de race italienne qui a donné le napolitain. De toute façon, les Habsbourg, ils créent le haras de Biber en 1580 en Autriche, qui fournira le cheval lipizzan pour l'école espagnole de Vienne. Donc, ils ont croisé ce cheval napolitain avec la jument slovène. La jument slovène, croisée à ce cheval napolitain, a donné le lipizzan que voici, que je prendrai pour un bel arabe. Donc là, de la cavalerie numide à la cavalerie moderne, période du 11e au 12e siècle. Alors, les cavaliers marocains aussi, les dynasties Al-Muhad et Al-Mu'avid, conquirent l'Espagne chrétienne jusqu'à Saragosse pour être complet. Le cheval est aussi connu en Europe sous le nom de mort ou Maurice. De toute façon, même nous aussi, à une certaine époque, on nous appelait les morts. Donc, les Marocains arabies, ils sont montés au XIe siècle et au XIIe siècle, c'est-à-dire que les Arabes étaient déjà sortis. Ils ont été éjectés par Isabelle la catholique. Ils sont rentrés au Maroc, après ils sont passés par l'Algérie. Il y en a qui sont revenus en Tunisie, il y en a qui sont revenus même au Moyen-Orient. Et les Marocains, au XIe et XIIe siècle, ils ont réenvahi l'Andalousie chrétienne et ils sont montés jusqu'à Saragosse. Bon, et après ils ont été évacués. Cette période, elle a duré de 1086 à 1147. Alors, mort, qu'est-ce que ça veut dire? M-A-U-R-E. Tout simplement un berbère arabisé. Un berbère converti à l'islam. Parce que les Arabes ils sont arrivés pour le convertir à l'islam. Donc, le mort, on dit un cheval mort. C'est un bar arabisé, donc c'est un arabe, où les morts, quand on parle de la population, c'est nous les berbères qui avons été arabisés par l'islam, par les Arabes. Alors maintenant, on arrive à la disparition du cheval des Amériques. Les équidés avaient disparu depuis fort longtemps sur le continent américain. C'est Christophe Colomb qui le réintroduira lors de son voyage vers le Nouveau Monde en 1492. 1493-1775, introduction du jeune d'Espagne dans le Nouveau Monde. Les différentes races améliorées par notre cheval en l'an 711, jeune d'Espagne en l'an 1886, le breton bar. Donc, c'est là, en Amérique, qu'il va commencer à procréer. Tous les pays d'Amérique s'accordent sur les particularités du bar, c'est-à-dire l'agilité, la docilité, l'endurance, la résistance, et j'en suis. Maintenant, vous avez devant vous la carte de la pénétration du cheval espagnol dans le Nouveau Monde, d'après les dates relevées chez les auteurs américains. Alors, vous voyez bien qu'il est parti. Il est parti du Maghreb. Il est arrivé en Espagne. Après, il est arrivé en Saint-Domingue en 1493, à Porto Rico en 1508, en Jamaïque en 1508, à Cuba en 1509, au Panama en 1514, et j'en passe. Donc, vous avez toutes les dates où il est arrivé, et la dernière région où il est arrivé, 1775, c'est en Oregon. Alors, ça a duré combien? 282 ans. Pendant 282 ans, le cheval bas a essaimé dans toutes les Amériques. Et voilà
il est parti un petit peu partout. En Colombie, au Venezuela, au Panama, au Pérou, en Patagonie, en Honduras, en Nicaragua en 1551, les Grands Lacs du Canada en 1750 et 1770, Veracruz 1719, Mexico. Donc c'est là où il a repeuplé le Nouveau Monde, mais il y a une absence remarquée sur cette carte. Il y a un pays qui n'est pas là. Le Brésil. Le Brésil n'est pas sur cette carte. Eh bien, tout simplement, le Brésil n'est pas sur cette carte parce que les chevaux ne sont pas venus d'Espagne. Ils sont venus du Portugal. Voilà pourquoi le Brésil ne figure pas sur cette carte. Donc, le Genet d'Espagne, il a essaimé dans tous ces pays-là, et le Lusitanien, il est parti au Portugal, il a été emmené au Brésil. Et c'est à partir de là qu'il a créé lui aussi d'autres races. Les chevaux sont des créatures mystérieuses ou divines. Un choix. Cheval créole est un terme génétique pour désigner plusieurs races de petits chevaux d'Amérique du Sud et d'Amérique centrale issus du cheval espagnol. Les variétés du criollo sont l'argentin, le brésilien, le péruvien, le vénézuélien, le paraguayen et j'en passe, plus d'autres variétés à Cuba. Alors là, vous avez devant vous le bagual, qui est le dérivé du bar du Chili. Là, quand on le voit, il a une encoulure puissante et douée, le chanfrein rectiligne, il a toutes les critères du bas et un peu de la rame. Là, vous avez le Mangalarga Machador. Le Mangalarga Machador, c'est le cheval national du Brésil. Le Mangalarga Machador, c'est le cheval national du Brésil. À ne pas confondre avec le Mangalarga Paulista. Le Mangalarga Paulista, il est aussi un dérivé du cheval, du Lusitania, mais il est différent. Je n'ai pas réussi à avoir une photo pour essayer de faire la différence, malheureusement, mais la taille moyenne des chevaux brésiliens était de 1,52, le maximum 1,57. Tous les chevaux qui sont issus des Lusitaniens qui sont arrivés du Portugal au Brésil, la moyenne est 1,52 et le minimum était de 1,47 et le maximum de 1,57. Là, vous avez le criollo argentin. Le criollo argentin, on dit qu'il est le plus résistant des criollos par rapport au périple fait par Aimé Félix, un cavalier suisse, qui a fait Buenos Aires, Washington, 15 000 km en 2 ans et demi, entre 1925 et 1928. On dit également que c'est lui qui se rapproche le plus du cheval barbe, car généralement, les criollos argentins, ils ont 5 vertèbres lombaires au lieu de 6. Et depuis le périple d'Aimé Félix, la date d'arrivée, que je n'ai pas, la date d'arrivée d'Aimé Félix à Washington est aujourd'hui, jusqu'à ce jour, célébrée en Argentine comme la journée du cheval. Là, on a devant nous le criollo du Panama. Le criollo du Panama, il tire beaucoup plus vers pour moi, il tire beaucoup plus vers l'arrière-barre que vers le bas. Joli cheval, un petit peu de Chili. Le dernier dérivé du cheval espagnol en Amérique du Sud.
Le Mustang est un cheval sauvage du nord-ouest américain, c'est ce qu'on dit. Tous les Mustangs sont descendants des chevaux domestiques revenus à l'état sauvage. Leurs plus lointains ancêtres sont issus de chevaux espagnols amenés par les conquistadors et revenus à l'état sauvage. Il n'y a pas de chevaux. C'est des chevaux domestiqués qui sont arrivés et qui sont revenus à l'état sauvage parce qu'ils étaient abandonnés. Il est issu de deux races importées sur le territoire américain, c'est-à-dire un cheval autochtone et le cheval berbère. Le Quarterhouse est issu de deux races importées sur le territoire américain par les Européens. Le genet d'Espagne par les conquistadors et le pur sang anglais au XVIIe siècle par ceux qui sont venus s'installer aux Amériques. Et c'est comme ça que le Quarterhouse a été créé, par un croisement entre le pur sang anglais et le cheval, le genet d'Espagne, qui est un dérivé du bar. Là, on a devenu des Mustangs. Quand on voit le chanfrein est rectiligne, les ganasses sont assez chargés, les oreilles ne sont pas tellement énormes. Donc, les traits de ressemblance, ça les retrouve toujours dans ça. Par contre, le Quarterhouse, on le voit, il est fait en plongeant. C'est exactement le pur sang anglais à l'avant et la croupe puissante du bas à l'arrière. Une race hors du commun. Bon, pour moi, la race hors du commun et la meilleure race qui a été créée par le barbe, c'est bien le pur sang anglais. Donc, l'exportation vers l'Angleterre du premier barbe qui s'appelle Marocco Barbe en 1662, avec des juments Royal Barbe et Barbe-Mar, plus d'autres offerts par le roi Ismaïl du Maroc, ainsi que le vieil d'Alger et de Tunis. C'est tous ces chevaux-là, croisés à d'autres races, tels que le pur sang arabe, la caltéquée, l'irlandais, et j'en passe, ont donné le pur sang anglais, qui apparemment c'est le meilleur cheval de course au monde. En 1665, création du haras par Colbert sous le règne de Louis XIV. Importation de 689 étalons parce que Louis XIV voulait alléger la race lourde française. Donc il voulait l'alléger, il a importé 689 étalons du Maghreb, principalement d'Algérie. On saillit dans la même année 13 204 juments dans les provinces de Saint-Ange, Gomis, l'Auvergne et le Limousin, afin d'alléger la race lourde française qui donnera par plusieurs autres croisements successifs le cheval de selle français, quelques siècles plus tard. En 1791, création de Studbrook de pur sang anglais par un mélange de chevaux arabes, barbes, arabes, irlandais, turkmènes et bien d'autres. Le cheval a plus à faire avec notre pur sang que le cheval arabe, selon M. Sidney, voir livre du cheval publié à Paris en 1892, ou la page 246 à 327. Ce monsieur, il dit que le barbe a plus à faire dans la création du pur sang anglais que le cheval arabe. La dernière race dérivée du barbe. 1886, le breton barbe, est une race créée par les services de l'élevage colonial en Algérie en croisement continu barbe, breton et barbe pour l'acclimatation de la race bretonne qui ne supportait pas les grandes chaleurs. Cette expérience a commencé en 1886 au centre expérimental du Khouloub à Constantine et la race fut fixée définitivement en 1912. À partir de là, commença le massacre légalisé de la race barbe en Algérie. À partir de là, ça a commencé à disparaître. Jusqu'à une décision du général Bugeaud qui a interdit la production de ces chevaux-là une fois que tout le monde a eu son cheval de labour et tout le monde a eu son cheval. Parce qu'il faut savoir pourquoi a été créée cette race. Cette race a été créée par les colons parce qu'ils avaient de grands espaces à labourer. Le barbe ne laboure pas. Les grands espaces, c'était pas lui. Donc, les ânes ne pouvaient pas. Donc, chacun avait ramené la race de sa région.
Il y en a qui ont ramené du comtois, il y en a qui ont ramené du breton, il y en a qui ont ramené. Chacun a ramené sa race. Ah oui. Ah bon? Ah oui. Je pas entendu. Non, c'est derrière. Enfin. Donc voilà. Et après, comme ce cheval est labouré, mais en été, il ne supportait pas la chaleur. Donc en été, soit par insolation, soit il ne pouvait pas travailler, soit il décédait. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont eu l'idée de croiser le breton avec une jument de barbe. Et ça a donné ce cheval métis qui est à côté et qui a très bien convenu, soit au labour, soit au travail de la ferme. Donc voilà un petit peu comment a été créé ce cheval. Voilà un breton. Après, ils ont créé, une fois que le général Bugeaud a arrêté ce massacre, il a dit bon, plus de croisements. Donc, il y a eu des bretons purs nés et élevés en Algérie. Et à partir de là, ils ont commencé à créer la propre race bretonne en Algérie. Et je vous remercie pour votre aimable attention.